bonjour. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est toujours un grand plaisir, une joie même, de vous accueillir dans cette émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Nous allons aujourd'hui explorer le cerveau et les neurosciences sous un angle particulier, celui de la neurochirurgie. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Mohamed Benzegmout de l'Université de Fès. Cher C. Mohamed, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Le principe de l'émission, c'est toujours de voir comment la science s'incarne en des individus. Vous êtes neurochirurgien. Votre formation, votre motivation, tout ceci a pris date quand et comment? Je suis natif de Rabat, j'étais né en 76, j'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires aussi, à la faculté de médecine de Rabat. Et puis, après avoir prêté serment en tant que médecin généraliste, j'ai eu l'honneur et le privilège de passer le concours de résidence ou de spécialisation en chirurgie à la faculté de médecine de Fès, où on était la deuxième promotion. Classé quatrième de promotion, j'ai opté pour la neurochirurgie. Comment? Quelle motivation était au principe de... parce que pour l'expliquer aux téléspectateurs, dans le monde du cerveau, il y a beaucoup de choses. Il y a la neurologie tout court, il y a tous ceux qui s'occupent plus des neurones, des cellules gliales, mais en tous les cas, tout ça, c'est l'unité quand même vasculaire, neurovasculaire, l'unité neurovasculaire, vaisseau et neurones. Et vous, c'est véritablement la chirurgie. Est-ce un pur hasard ou est-ce un choix délibéré? Je dirais, avant tout, c'est le destin. Mais en détail, durant mon passage d'externat, mes stages d'externat, en tant que sixième année, j'étais impressionné, j'étais marqué par un passage au stage de neurologie, où j'avais appris énormément de qualités pédagogiques, scientifiques d'un éminent professeur, monsieur le professeur Alaoui. Et dès lors, ma passion pour le cerveau était énorme. Et vous savez, quand on est étudiant en médecine, on change de spécialité chaque jour ou chaque mois, et dépendant de plusieurs paramètres. C'est ainsi que, quand je suis parti en faisant fonction d'interne à l'hôpital provincial Mohamed V de Meknès, j'ai beaucoup aimé la traumatologie. Donc, je voulais faire traumatologie ou carrière chirurgicale. C'est pour ça que, dans le choix de spécialité, on choisit, quand on passe le concours de spécialisation en tant que résident, on choisit l'option médecine, biologie ou chirurgie. J'ai choisi chirurgie dans l'arrière-pensée de faire traumatologie, orthopédie. Mais comme il y avait un seul poste, j'étais classé quatrième, j'ai pas hésité à choisir la neurochirurgie. Pourquoi? Parce que c'est la spécialité au Maroc qui touche, qui s'intéresse, qui opère la colonne vertébrale, qui reste de l'os. Et puis ça va me permettre de découvrir encore plus, en tant que chirurgien, ces secrets du raisonnement, ces secrets de cet organe noble qui est le cerveau. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour la neurochirurgie, pour une autre spécialité chirurgicale, alors que j'avais le choix pratiquement de faire toutes les spécialités chirurgicales, excepté la traumatologie. D'accord. Eh bien, précisément, vous arrivez à un moment dans votre spécialité où il y a, pourrait-on dire, une explosion des méthodes d'exploration du cerveau, et en particulier l'IRM, bien connu maintenant de beaucoup de gens, et l'IRM, plus particulièrement l'IRM fonctionnel, où on voit fonctionner le cerveau, pas simplement les couches anatomiques du cerveau, mais son fonctionnement avec toute la dynamique de ce que l'on appelle l'effet Bold. Alors c'est un peu particulier, mais c'est important. Donc la terminologie, vous allez nous le dire, c'est une terminologie anglo-saxonne, blood, le sang, donc, qui est oxygéné, et c'est cette oxygénation du cerveau qui est l'élément, j'allais dire entre guillemets, visuel dans les IRM. Exactement.
Vous savez, nous, là, les générations actuelles et les futures générations, je pense, profiteront pleinement des différentes avancées technologiques qu'a connues la médecine, qu'a connues les neurosciences particulièrement. Pour revenir à ce sujet d'IRM fonctionnel et à cet effet BOLD, BOLD, c'est un terme anglo-saxon qui signifie blood, sang, oxygen level dependent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité cérébrale est corrélée à l'apport au flux sanguin apportant de l'oxyhémoglobine qui n'est autre que l'oxygène, que l'hémoglobine remplie d'oxygène. Donc, chaque fois que le cerveau va exercer une fonction motrice, langagière, sensitive, les régions qui gèrent cette fonction à l'intérieur du cerveau seront activées grâce à cet effet BOLD et ça va permettre de faire des corrélations à la fois fonctionnelles et des corrélations anatomo-fonctionnelles par rapport à ce qui se passe dans le cerveau. Et précisément, cet outil, l'IRM fonctionnel, est de plus en plus un outil indispensable, pourrais-je dire, dans le geste chirurgical. Exactement. Elle est considérée avant comme un outil essentiellement de recherche. Son implication ou sa place actuellement dans l'arsenal thérapeutique ou dans la prise en charge thérapeutique des patients, il est indéniable. En ce sens que beaucoup de malades porteurs de tumeurs cérébrales ou de lésions cérébrales dans des régions éloquentes, l'IRM fonctionnel fait partie obligatoire du bilan pré-chirurgical de ce genre de patient pour voir, premièrement, le rapport de la lésion par rapport à la fonction, pour avoir une idée, puis pour avoir comment le cerveau s'est adapté tenant compte de cette lésion. C'est cela. Et précisément, pour le grand public, on a l'impression que quand on dit imagerie, par résonance magnétique, imagerie, c'est qu'on voit. En réalité, l'image est très indirecte. Elle est obtenue à partir de cet effet BOLD qui montre, comme vous l'avez dit, les zones activées. Et je lance précisément aux téléspectatrices et aux téléspectateurs une fonction et une spécialité qui va prendre de plus en plus de l'importance, c'est les bioinformaticiens, c'est-à-dire ceux qui sont capables de calculer les images obtenues par suite de cet effet BOLD, de cet effet sang qui précisément... Exactement, l'IRM fonctionnel, c'est des images obtenues à partir de l'IRM morphologique, sauf que pour obtenir des images d'IRM fonctionnel, on voit les couleurs, ça se caractérise par certaines couleurs qui signifient l'activation ou non de certaines régions cérébrales. Elle est obtenue par différents processus en suivant un outil informatique, d'ailleurs, vous le dites bien, c'est l'outil SPM, Statistical Parametric Mapping, version 12, où il y a plusieurs processus à partir de l'enregistrement, la segmentation, le recalage, et puis pour aboutir à ces images d'activation qu'on va devoir comprendre et interpréter à la fin. C'est cela. Et précisément, on a parlé du geste chirurgical qui est aidé par cet IRM fonctionnel, mais dans vos travaux, vous avez aussi toute une cohorte à Fès concernant la maladie de Parkinson, où cet outil de l'IRM fonctionnel a aussi été d'une grande utilité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience que vous avez menée, qui est à la fois clinique et de recherche? Merci d'avoir soulevé ce projet de recherche. En fait, c'est un projet de recherche qui a fait le sujet de recherche de mon doctorat en neurosciences que j'avais soutenu en 2018. Et qui a consisté à étudier l'impact de la maladie de Parkinson sur l'émotion. Certes, la maladie de Parkinson a été longtemps considérée par une description purement motrice, instabilité, rigidité, tremblement, mais de plus en plus les signes non moteurs, les cliniciens font attention à ces signes non moteurs, essentiellement cognitifs et émotionnels. Et justement, ce qu'on a proposé dans notre étude à Fès, c'est de voir
le degré d'atteinte de la fonction émotionnelle chez les sujets parkinsoniens. Ce degré d'atteinte a été déjà étudié par plusieurs études européennes et américaines, mais il restait essentiellement clinique. L'apport, on était le premier à se proposer à l'étudier via l'IRM fonctionnel. Ah, oui. Donc, on a choisi une population de patients parkinsoniens chez qui on a fait subir un test émotionnel. Un test émotionnel, on a choisi 27 images de l'IAPS, qui est une base d'images fonctionnelles validées en Floride qu'on a adaptée au contexte marocain Très et qu'on bien. a réparti. Elle porte sur quel sujet? On a réparti en émotions neutres, Oui. émotions positives et émotions négatives. Émotions négatives comme une scène terrifiante, comme un accidenté, une scène neutre comme un ciel dégagé, comme des immeubles, puis une scène ou une émotion positive comme un enfant content, une famille heureuse, un tagine de couscous, par exemple, avec toute la signification qu'il apporte au contexte Oui. marocain. Donc, on a étudié ces émotions et on a remarqué que les émotions positives activent le plus grand volume dans le cerveau comparativement aux émotions neutres et aux émotions négatives. Ah, oui. Et dans son réseau émotionnel, on a remarqué qu'il y a certaines structures qui s'activent plus chez les parkinsoniens comparativement aux sujets normaux, à savoir les structures amygdalo-hippocampiques, l'insula, le cortex singulaire et le ganglion de la base. C'est cela. Donc, cette recherche que vous avez menée à Fès, effectivement, est majeure et c'est cela qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs biais par lesquels on peut aborder la maladie de Parkinson et vous avez pris ce biais émotionnel et bien sûr toujours par rapport aux sujets dits normaux. De plus en plus, vous savez, en éthique médicale, on ne parle pas de normalité, mais on dit pas que les personnes sont même sains, les volontaires sains et les volontaires et les personnes malades. On dit les personnes non malades, les personnes qui sont précisément testent, comme vous avez dit, par rapport aux parkinsoniens. Donc il y a les parkinsoniens et les non malades, parce qu'après tout, on a beaucoup de mal à définir ce qu'est la santé positivement, mais on la définit par l'absence de maladie. Et il y a une autre recherche que vous avez menée, c'est peut-être l'occasion aussi de parler de tous vos partenaires à l'étranger, que vous avez menée, et c'est assez fascinant, sur cette région qui est dite la région découverte par Broca au XIXe siècle, relative aux capacités linguistiques, et vous avez montré dans vos travaux et dans vos articles comment précisément le geste chirurgical ne compromet pas la capacité linguistique et il n'y a pas d'irréversibilité. Alors tout cela est absolument fascinant, comment on peut aller dans une zone du cerveau sans que la personne puisse avoir une atteinte irréversible de ses capacités linguistiques. Vous savez, le cerveau, c'est un organe extraordinaire, hein. Les avancées qu'a connues la médecine ont permis de faire ou de proposer nombre de transplantations cardiaques, hépatiques, rénales, pancréatiques, ainsi de suite. Rétiniennes, cutanées, ainsi de suite. Mais on n'a jamais proposé faire une transplantation cérébrale. Non. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, il y a un capital énorme de neurones et de connexions synaptiques. Et le cerveau est capable de gérer ce capital dépendant des circonstances. C'est ce phénomène qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est ce phénomène continu, phénomène dynamique de réorganisation cérébrale tenant compte des stimulations extérieures ou intérieures, tenant compte des situations physiologiques ou pathologiques, vieillissement ou maladie, etc. Et pour revenir à cette étude qu'on avait publiée en 2006, avec mon maître et ami, le professeur Hugues Dufaux en France, dans laquelle on était les premiers à dire dans la littérature neurochirurgicale qu'on est capable, qu'il est possible de réséquer l'aire dite de Broca ou du langage parlé, sans que le patient ait aucun déficit langagier permanent post-opératoire. Et le patient peut continuer à vivre normalement et à mener une qualité de vie quasiment normale. Et vos interventions portent sur quoi dans ce cas-là? Exactement. D'ailleurs, pour revenir à l'IRM fonctionnel dont on parlait tout à l'heure, l'IRM fonctionnel, on l'a fait systématiquement en préopératoire. Sauf que l'IRM fonctionnel, bien qu'elle prétend localiser la fonction,
Ce pourcentage de précision, il reste à défaut dans certaines fonctions, notamment le langage, où il fait défaut dans 20% des cas. D'où l'utilité de s'entourer chirurgicalement d'autres moyens de précaution, notamment le mapping cortical ou les stimulations cortico-sous-corticales directes, qui consiste à opérer le patient en conditions éveillées, donc on l'opère réveillé. Oui. Et l'objectif, c'est de mapper, de cartographier son cerveau en temps réel durant la chirurgie pour savoir ce qu'on fait exactement. Exact. Qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on ne touche pas. Exactement, pour savoir ce qu'on fait exactement et pour pousser les limites chirurgicales ou les limites de la réexécution chirurgicale jusqu'aux limites fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle la chirurgie éveillée ou chirurgie fonctionnelle en conditions éveillées. Et grâce à cette technique, il nous a été possible d'enlever la région anatomique de Broca complètement dans 3 cas, de manière incomplète dans 4 cas, et avec un bon résultat fonctionnel et oncologique. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ce sont des opérations qui durent longtemps. Réveiller, non? Non, pas du tout. Non. La durée totale de la chirurgie, c'est de 4 à 5 heures. Et la durée totale du réveil du patient, c'est de 2 heures maximum. D'accord. La chirurgie commence le patient endormi, parce que c'est les étapes douloureuses, que ce soit l'incision cutanée, le volet osseux. Et une fois qu'on commence à ouvrir la dure-mère, on réveille le patient pour participer au déroulement de l'exérèse chirurgicale proprement dite. Une fois le job est terminé, pour la fermeture, pour les différents temps de fermeture, on endort aussi le patient. Ah oui, c'est cela. Et alors, vous avez soulevé à un moment un professeur avec lequel vous avez travaillé en France. Je sais que vous publiez aussi beaucoup en anglais. Alors, tous ces partenaires qui sont les vôtres, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Parce que vous savez, le principe de l'émission, c'est aussi de montrer que la recherche est toujours en équipe, qu'il n'y a pas, entre guillemets, le génie créateur d'une personne, mais qu'on est dans une équipe et c'est l'équipe qui est porteuse. Il y a un philosophe, John Dewey, qui définit l'esprit par l'interaction. Mind is interaction. Et précisément, toutes les personnes avec lesquelles on interagit dans une recherche et bien sûr aussi dans une clinique font précisément advenir la recherche. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et ça, je peux dire que ça ne concerne pas que la neurochirurgie ou la neurologie, ça concerne toutes les spécialités médicales. Tout à fait. Et nous, au Maroc, on a la chance d'être un pays qui parle français, qui parle anglais, qui parle espagnol aussi. Donc, on n'a pas de problème à tisser des liens de collaboration avec différentes équipes de recherche. Ainsi, on a des collaborateurs en Europe, France, Italie, en Espagne, en Turquie aussi. On a des collaborateurs aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, ces collaborations nous permettent de rester au devant de la scène neurochirurgicale internationale. C'est extraordinaire. Et moi-même, une fois, vous m'avez invité, puisque je suis très impliqué dans les questions d'éthique médicale, vous m'aviez invité en 2019 et lors de une des séances de votre association, et j'avoue que j'ai été absolument subjugué et rempli d'admiration de voir que votre association des neurochirurgiens à travers le Maroc, qui se réunit régulièrement, fait une présentation de cas, discute de manière collégiale. On appelle cela de plus en plus la procédure collégiale. Et cette procédure collégiale, je l'ai vu fonctionner, vos collègues allant sur l'estrade, présentant tel cas qu'ils venaient ou de diagnostiquer ou d'opérer, et qui ainsi ont l'échange direct avec les collègues. Alors cette association, j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez plus, parce que pour ma part, moi, je suis sorti absolument heureux et satisfait de me dire cette connectivité de la recherche de ces neurochirurgiens, c'est quasiment un modèle. Vous savez, il y a un adage qui dit que la seule chose qui s'accroît en la partageant, c'est la science. Oui. Et ces assises de neurochirurgie dont vous avez assisté en décembre 2019, c'est cela. En décembre 2019, est une coutume de la Société marocaine de neurochirurgie, une coutume scientifique, un lieu de partage, d'échange scientifique où les jeunes et moins jeunes discutent autour de cas difficiles, des cas
où il y a un grand enseignement, que ce soit dans la procédure diagnostico-thérapeutique, et c'est des assises qui sont là depuis une trentaine d'années déjà. Super. Et moi, en tant que président actuel de la Société marocaine de neurochirurgie, je ne peux que veiller à la perpétuation de ces assises scientifiques qui sont d'un grand apport scientifique pour tout le monde. Ah oui, oui, oui. Et alors, ce qui m'avait frappé aussi, c'est le nombre très réduit, pour ne pas dire presque réduit à une personne, de femmes neurochirurgiennes. Et je veux partager avec vous ce point parce que souvent, dans tout ce qui est maniement des outils, que ce soit en médecine ou dans d'autres professions, eh bien, de manière traditionnelle, ce sont les hommes qui sont au premier plan. Je vous cite un exemple. En musique, très souvent, vous avez pu remarquer comme moi que tous les instruments sont en général aux mains des hommes et que les femmes, c'est souvent simplement la voix, ce petit organe le plus petit et le plus inapparent des organes. Mais précisément dans vos assises, quand vous m'avez invité, j'ai vu une neurochirurgienne, une femme, et je me suis dit, bon, il faut un début à tout, comme on dit si bien, mais ma question, c'est est-ce que c'est simplement un phénomène commun à toutes les disciplines, ce retrait de la participation féminine à tout ce qui est maniement d'un outil, ou est-ce que c'est plus particulier à la neurochirurgie? Je ne pense pas que ça soit exactement ça. Je pense qu'il y a un argument épidémiologique, si on peut le nommer, aux statistiques, en ce sens que l'accès aux études médicales, je pense qu'il était beaucoup plus masculin dans le passé, plus que féminin. Maintenant, ce qui peut expliquer en quelque sorte le nombre réduit de neurochirurgiennes comparativement aux neurochirurgiens mâles dans notre pays. Aussi, là, il y a l'endurance et il y a la dureté du métier, parce que le métier de neurochirurgien, c'est pas le même engagement physique ou psychique que les autres spécialités, toute proportion gardée. Mais je pense qu'avec ce switch, parce que on connaît tous que le nombre d'étudiants en médecine, maintenant, il est de 60 à 70% de sexe féminin. Oui. Et certainement, on verra beaucoup plus de neurochirurgiennes ou de femmes spécialisées en neurochirurgie ou en traumatologie, en neurologie aussi, ou d'autres spécialités. Ça suit la répartition épidémiologique. Et j'aimerais à ce titre faire un clin d'œil à Madame le professeur Najia El Abadi, qui a été récemment élue comme présidente de la Fédération mondiale de neurochirurgie. Il sera intronisé en décembre prochain et il sera la première femme à être à la tête de cette organisation mondiale, la WFNS de neurochirurgie. Il sera la première femme marocaine, arabe, musulmane, africaine et internationale. Et ça veut tout dire. Ah, merci beaucoup de lui avoir rendu cet hommage. Et dans le même ordre d'idée, il faut donc démystifier complètement cette idée que le neurochirurgien, en raison des outils, c'est plutôt un homme. Et aussi démystifier plus généralement, vous dites, le geste chirurgical, parce que les gens se disent « Oh là là, le cerveau, opérer le cerveau ». Il y a comme une appréhension très forte sur cet organe si essentiel. Tous les organes sont essentiels, bien sûr, mais là, tout de même, nous touchons à l'organisation complète de notre vie à tous les instants. Alors, sur cette démystification, je crois que vous y tenez beaucoup. Exactement. À partir de cette émission, je voudrais faire passer un grand message à nos citoyens marocains. Le message consiste à dire que la neurochirurgie ne doit plus faire peur. Comme avant peut-être, parce que de l'ère de Cushing, les premiers parrains de la neurochirurgie, le taux de mortalité était élevé, mais grâce aux différents progrès qu'a connu la neurochirurgie en matière de microchirurgie, en matière de bilan préopératoire, imagerie, en matière d'anesthésie et réanimation, les pourcentages de mortalité sont devenus de plus en plus faibles, pour ne pas dire nuls. Ainsi, j'incite tous les citoyens marocains à ne pas hésiter à consulter à un stade précoce de la maladie. Une sciatique qui ne s'améliore pas, il ne faut pas hésiter à aller voir un neurochirurgien qui peut résoudre le problème avant l'installation d'un déficit qui risque d'être
est récupérable. Même chose pour les céphalées qui résistent au traitement médical. Il ne faut pas hésiter à aller voir un neurochirurgien pour bénéficier au moins d'un scanner parce que malheureusement, malgré tous les progrès qu'a connu la neurochirurgie, on continue dans notre pays à avoir des patients qui arrivent tardivement, à un stade tardif, au stade de cécité bilatérale, un stade de surdité où la fonction peut être non récupérable. Oui, merci beaucoup de ce message. Je voudrais aussi évoquer avec vous quelque chose qui a donné lieu à un vrai débat, celui de, alors c'est un peu technique, mais la stimulation cérébrale profonde. La stimulation cérébrale profonde, elle est complètement orientée sur des aspects très précis de clinique, en particulier pour Parkinson, dont vous avez parlé tout à l'heure, et au-delà. Mais maintenant, il y a tout un débat pour dire, est-ce qu'on ne peut pas élargir l'usage de la stimulation cérébrale profonde? Donc, c'est quand même un usage. La stimulation cérébrale profonde est invasive, disons-le, sur le cerveau. Et les gens disent, bon, ben, pour l'addiction, pour l'obésité, pour des dispositions suspectes de violence, etc. Alors, il y a tout ce mouvement dans la neurochirurgie. Des statistiques ont donné que plus de 40% de neurochirurgiens américains veulent étendre à des usages, dirais-je, sociétaux de la stimulation cérébrale profonde. Qu'en pensez-vous? D'abord, permettez-moi d'éclaircir ou de définir la stimulation cérébrale profonde comme étant une technique neurochirurgicale dont l'avènement remonte à la fin des années 80, qui a été développée initialement par l'équipe du professeur Ben Abid et Ben Abid à Grenoble, oui. Exactement, et qui consiste à implanter des microélectrodes dans le cerveau, dans une région précise dans le cerveau, à vertu thérapeutique. Ces microélectrodes sont connectés à une batterie ou un stimulateur qui est implanté en sous-cutané, soit dans la région pectorale ou abdominale. Donc, avant d'arriver à l'implantation chirurgicale proprement dite, il y a tout un travail d'équipe qui consiste à sélectionner les patients qui vont en bénéficier. Oui. Ainsi, il est proposé pour une catégorie de patients de Parkinson, 5 à 10%. Il peut être proposé pour certaines formes de tremblements essentiels, les dystonies, etc. Pour revenir à votre question, moi, honnêtement, je ne serais pas favorable à étendre ces indications de la stimulation cérébrale profonde à d'autres indications médicales non validées. Non biomédicales. Non biomédicales, exactement, parce que c'est une sorte de dérive, c'est une distorsion des impacts ou des priorités de santé, surtout si les ressources humaines suivaient. Cette distorsion risque d'aggraver davantage l'injustice sociale qui existe déjà dans notre pays. Pourquoi? Parce que le budget de la santé n'est pas infini. Exactement, parce que les ingrédients d'un développement psychocognitif adéquat font défaut, à savoir l'inégalité de la nourriture, l'inégalité d'éducation, de l'activité physique et de la qualité d'apprentissage. C'est ça. Et vous savez, nous sommes dans une société qui est inondée par les prouesses et les innovations technologiques. Et notre devoir en tant que professionnel de santé, c'est de tracer les limites pour définir une attitude thérapeutique rationnelle et pour respecter en fin de compte les règles des valeurs humaines et de la bioéthique médicale, comme vous le dites. Merci. Autre point très important, c'est la recherche cognitive cette fois-ci, directement cognitive, que vous avez aussi menée. Et qui était très intéressant dans ses résultats, de montrer que il y a un avantage à connaître plus qu'une langue, les avantages du bilinguisme. Alors, j'ai trouvé ça absolument fascinant qu'une recherche cognitive menée de manière biomédicale ait cette répercussion. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ça se voit que vous êtes bien renseigné, Sidna Ali. C'est une étude qui vient d'être acceptée. C'est une étude qu'on a fait en collaboration avec l'INSERM de Marseille et qui a consisté à évaluer les compétences du bilinguisme chez une population saine d'étudiants en troisième année. On a pris 144
étudiants de troisième année répartis en deux groupes, 72 de la faculté de droit en arabe et puis les autres 72 de la faculté de médecine. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le bilinguisme améliore considérablement les performances cognitives, quel que soit le degré de connaissance de la deuxième langue, qui est le français, qui a été étudié. Et fait remarquable, c'est que la présence sociale améliore encore plus ces performances cognitives, notamment chez les filles, en ce sens que les filles, mais pas les garçons, ça n'a pas été trouvé dans l'étude chez les garçons, les filles ont un rendement cognitif supérieur en la présence d'un autre individu dans la salle d'examen comparativement à leur même rendement quand ils sont seuls face à l'ordinateur. Et ça, c'est absolument important. Il y a la possibilité d'avoir ces effets sociaux précisément de la recherche. Bien, là s'achève précisément notre émission parce qu'elle va toujours précisément de la technicité du domaine aux horizons sociétaux. Nous terminons sur un éloge du bilinguisme. Cher Si Mohamed Benzegmout, je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui et dans cette exploration que vous nous avez permis du cerveau. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.